Bonjour à tous, ça fait longtemps, je sais, j'ai vu que vous m'envoyez pas mal de messages, etc. Donc c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast. Donc j'ai décidé de revenir là en fin d'été parce qu'il s'est passé beaucoup de choses cette année. Déjà, l'année 2020, elle est particulière. Il s'est passé beaucoup de choses avec notamment aux États-Unis, avec tout ce qui s'est passé, le mouvement Black Lives Matter, les problématiques aussi au niveau du virus, etc. Et c'est vrai que je me suis dit, OK, là, c'est peut-être le moment, Nico, pour discuter avec les gens, repartager avec les gens, parce que beaucoup de personnes en off m'ont demandé mon avis sur pas mal de choses. Ça va du professeur Raoult à Donald Trump, etc. Et je me suis dit, OK, je vais essayer de partager ça de manière objective, pardon, de manière neutre. Et je me suis dit, ben, on va repartir sur là. Alors, c'est pas fait exprès. Il s'est encore passé quelque chose cette semaine avec donc un Afro-Américain, un de plus, hein, qui s'est fait tuer par la police de 7 balles dans le dos. Et je me suis dit, bon, là, Nico, peut-être que tu vas pouvoir discuter un petit peu avec des personnes. Aujourd'hui, on va parler de Trump. Mais je ne vais pas en parler avec toute l'animosité qu'on peut penser, avec toute le cliché qu'on peut avoir aussi par rapport à ce qui se passe aux États-Unis et par rapport à, on va dire, aux mouvements, différents mouvements de l'extrême droite qui sont en train d'émerger de plus en plus avant les élections. Je vais en parler de manière objective avec un invité, Christian. Bonjour Christian. Bonjour, salut, ça va? Ouais, ça va, ça va. Écoute, j'ai souhaité t'inviter aujourd'hui parce que dernièrement, tu as partagé une vidéo sur les réseaux et cette vidéo-là m'a interpellé parce qu'elle montrait en fait des Afro-Américains, plusieurs Afro-Américains reçus par Donald Trump et qui commentaient leur entrevue avec lui et qui étaient hyper enthousiastes. Et cette vidéo, pour moi, elle a fait écho à pas mal de discours que j'ai pu voir ces derniers temps, que ça soit des gens qui soutiennent le mouvement QAnon ou même des Afro-Américains qui sont assez, on va dire, revendicatifs envers les démocrates. Et donc, c'est intéressant de pouvoir en discuter. Alors, je voulais te présenter, mais tu vas te présenter, ça sera plus simple pour moi et pour les gens qui nous regardent de savoir, donc, Christian, qui tu es. Je t'écoute. Présente-toi. Donc, oui, donc moi je suis Christian Kemchouin. Déjà, c'est un plaisir d'être parmi vous. Je suis écrivain, conférencier, enseignant et aussi entrepreneur. À la base, bon, j'étais financier. Bon, j'ai fait en fait financier par les maths, par la science, on va dire. Et donc, j'ai travaillé pas mal de temps à la City à Londres et en fait, je faisais des maths pour des institutions financières, mais j'ai toujours été écrivain et c'est dans le cadre de l'écriture finalement qu'on s'est connus, toi et moi, Exact. à différents salons. Et oui, en ce qui concerne mon Trump, on va en discuter, hein. Je tenais juste à rectifier, l'individu n'est pas mort. Donc, Oui, l'individu n'est pas mort. effectivement, il n'est C'est pas à mort. C'est un rectifier, mais miracle. oui, c'est un miracle, effectivement. Et puis, bon, je pense qu'après, voilà en ce qui me concerne. Et puis, oui, je viens de sortir un dernier livre, c'est Génie et folie, la théorie de l'infini perceptible. Ça va peut-être parler à ton audience, mais on en reparlera peut-être à la fin, mais voilà. Voilà. Ouais, il y a aucun souci. Alors, pour commencer le sujet, c'est vrai que j'ai eu parfois des discussions houleuses hein, sur les réseaux avec des personnes qui justement qui vilipendaient le mouvement Black Lives Matter Mhm. et qui vraiment étaient là dans une vindicte par rapport à toutes ces manifestations qu'on a pu avoir au début de l'été et Mhm. où je leur expliquais qu'en fait, parce que en fait, si tu veux, qu'est-ce que la théorie, qu'est-ce qu'ils expliquent? Les gens nous expliquent en fait, Black Lives Matter est un mouvement qui est piloté par George Soros et qui est en fait un instrument comment dire de décrédibilisation de Donald Trump en fait qui est là pour on va dire le faire sauter en fait grosso modo parce que derrière il serait l'élément qui va comment dire qui va amener la rédemption à la société américaine. Ça, voilà, grosso modo, c'est ce que. Alors moi, ce que j'ai pu expliquer aux gens, c'est que déjà, juste pour remettre le cadre, Black Lives Matter n'est pas né sous la présidence de Trump, mais sous la présidence d'Obama. Tout à Que fait. j'ai entendu beaucoup de personnes dire oui, mais George Floyd est un acteur. Mais je dis ok, d'accord, mais donc Tamari c'est un acteur. En fait, tous les Afro-Américains qui se sont fait tuer durant en fait, depuis toujours en fait ce sont pas des acteurs en fait. Et donc c'est ça qui est compliqué à faire comprendre aux gens. Pourquoi? Parce que nous on a cette perception, et tu me corriges si je me trompe, mais on a cette perception en tant qu'Afro-Européen,
Ouais. On est européen avant tout et on est d'origine africaine. Et donc, forcément, on a une sensibilité par rapport à nos semblables qui sont afro-américains. Parce qu'ils Mm. sont américains, mais ils sont aussi africains d'origine. Donc, à partir de là, on va regarder ça avec un œil de, OK, ça aurait pu être nous, en fait. Tu vois? Enfin, moi, Et, c'est, voilà. Et donc, c'est vrai qu'il a fallu recadrer un peu pas mal de personnes. J'ai pas pu regarder tout le monde, mais en tout cas, voilà. Aujourd'hui, on va essayer de développer sur Trump, pas focaliser sur ce qui se passe avec les Afro-Américains, mais je voulais juste repréciser ça. Ouais. ouais. Non, non, mais tu as tout à fait raison. Après, c'est vrai que c'est dur. En fait, tu en parles en fait et tu sens, il y a eu beaucoup de passion. Et il y a toujours beaucoup de passion, hein. Il y a certaines communautés qui sont plus passionnées que d'autres. Mhm. Et c'est vrai que, en fait, quand on parle de Black Lives Matter, le parallèle avec la France, on va le faire très vite, hein, je pense, hein. Moi, je n'ai pas trop de langue de bois. J'essaye, donc j'ai vécu pas mal à Londres, donc j'ai un côté assez direct aussi. Mhm. Mais on peut faire très vite le parallèle entre le Parti socialiste et le Parti démocrate. On peut Mhm. faire très vite le parallèle entre Black Lives Matter et SOS Racisme. En fait, ce sont des outils, en fait. Bon, alors, c'est des outils de pression, c'est des outils de manipulation. Et quand vous y pensez, la plupart des associations, à un moment, une association, c'est comme l'élan politique. C'est-à-dire que quand quelqu'un se lance en politique, il y a une volonté de changement. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est ça qui est beau. Mais dès qu'on arrive dans la politique politicienne, donc dès qu'on commence à s'engager, on commence à faire des stratégies et finalement on arrondit les angles et finalement notre élan disparaît, Mhm. et ben, c'est la même chose pour une association. Au départ, on veut aider et puis on a besoin de fonds à un moment. Donc pour avoir des fonds, ben, on va demander peut-être à des gens qui ne sont pas forcément en adéquation avec notre idéologie. Et donc finalement, qui vont nous maintenir, en fait, qui vont un peu nous emprisonner et qui vont, entre guillemets, nous manipuler. Et donc, que ce soit Black Lives Matter, que ce soit les Black Box, ben, y a quand même cette notion-là qu'on ne peut pas oublier. C'est-à-dire que ce sont des instruments aussi de manipulation de masse et d'orientation. Et c'est comme un média, hein, c'est la même chose, hein. Moi, je fais très vite le parallèle, on peut en discuter, il n'y a pas de problème. Mais j'invite les gens à regarder ce parallèle, à faire ce parallèle. Non, non, mais complètement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, ce qui est intéressant justement en préparant cette émission-là, c'est de se rendre compte, alors c'est une information que j'avais vue passer, mais que je savais pas forcément. Tu vois, par exemple, quand on parle donc tu as parlé du Parti démocrate, on parle aussi du Parti républicain, et ce qui a été relayé dans la vidéo que tu as partagée, c'est qu'en fait, à la base, à l'origine même de la fin de l'esclavage, du processus d'esclavage, c'était le Parti républicain qui était instigateur de ça, et pas les démocrates. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Oui, moi j'ai une image qui est très intéressante. Vous savez, en fait, tu sais que en fait, pendant longtemps, bon, moi je dois recadrer le contexte de ma réflexion. Aujourd'hui, je suis plus dans une volonté de débattre pour donner mon avis. Je suis dans une volonté d'éveiller les gens à Mhm. réfléchir autrement. Et donc, pour ce faire, je dois quand même vous donner un contexte. Moi, j'ai grandi en banlieue. Donc, très vite, moi, ce qu'on m'a appris, très vite, hein, c'est à me débrouiller, à trouver un bon boulot. Pour ma mère, un bon boulot, bah, c'était aller travailler à la Poste ou à la SNCF. Bon, entre guillemets, on va dire que je m'en suis un peu mieux tiré. Mais au fil des années, bah, je me suis rendu compte que la plupart des choses qu'on m'avait racontées tout jeune, c'était des fausses vérités. C'est-à-dire que ma mère, par exemple, ben, tu viens de banlieue, ben, tu dois voter socialiste. Ben, tu dois être socialiste. Et c'est vrai, quand on y pense, on a eu le droit à une sécurité sociale, donc en fait un système maladie, enfin une sécurité sociale au niveau maladie, un système de santé efficace. On a vu au niveau social un système social généreux et on a eu de l'éducation gratuite. Donc, bien sûr que tu as envie de dire merci. Moi, c'est pour ça que je suis revenu entreprendre en France. Cependant, il ne faut pas croire que tous ces acquis sont dus à la gauche. Il faut savoir déjà qu'en France, ben, la gauche, ben, voilà, la France a été très peu de gauche en fait. Quand on y pense, même Mitterrand, les années Mitterrand ont été très peu de gauche. Mhm. Et la question qu'on doit même se demander, c'est que est-ce qu'il y a même déjà eu un vrai parti de gauche, un vrai parti de gauche? Et donc ça, c'est des vraies questions qu'il faut se poser, dans le sens où, si on regarde, je sais que j'explique le contexte, Non, hein, non, non, il n'y mais a pas de souci. Je vois où tu veux venir. C'est bon. ouais, et si on regarde le Parti socialiste,
les éléphants du Parti socialiste, hein, je pense qu'on est à peu près on est de la même génération, Mhm. et on a vu les mêmes personnes pendant 30 ans C'est ça. monopoliser l'idéologie de gauche. C'est-à-dire qu'en gros, on a vu pendant 30 ans des personnes monopoliser tout ce qu'était le Parti socialiste. Et Carrément. ces gens, on les a vus, on a vu que finalement, ces gens n'avaient rien de socialiste. Et on l'a vu quand M. Sarkozy est arrivé au pouvoir, il leur a tendu la main, il leur a donné un os, ils sont tous venus. C'est-à-dire qu'en gros, on a eu des gens qui, pendant 30 ans, ne croyaient pas en cette idéologie et pire que ça, ont pris en otage tous les gens qui, justement, sont partisans. Hein. Ma mère, elle a été otage de ça, en fait. Parce que le socialisme, en gros, c'est gentil, c'est beau, l'idéologie est belle, mais le parti est détenu par, j'allais dire, des politocards. C'est un peu agressif. Mais Mhm. je vous invite à regarder, à enquêter sur ces gens-là. Ce sont des escrocs. Et quand je vois, désolé, hein, quand je vois aujourd'hui M. Mélenchon censé représenter le peuple, mais si les gens avaient un tant soit peu de réflexion et s'intéressaient à l'historique des politiciens pour lesquels ils votent, mais Ouais. je peux vous dire, ça fait longtemps qu'on ne voterait plus pour Pour les mêmes. personne. Hein. Non, bon, pour personne, je laisse le choix Aux aux gens téléspectateurs, à ton audience de choisir. bien sûr, Sachant qu'en 2022, je pense qu'il y aura de nouvelles personnes qui vont se bien sûr, présenter. ça va se renouveler. Et donc, du coup, par rapport aux républicains, puisque tu vois, on était, la question Ah oui, était. ouais, ouais, excusez-moi. Donc, pour revenir aux républicains et aux démocrates, eh ben, c'est la même chose. Les démocrates, ils ont pris en otage le vote noir depuis des années. Alors que, comme tu l'as dit, historiquement, c'est faux. Et pire que ça, il y a une image qui est très forte, que je retiens toujours et qui est très intéressante. Tu as une table, c'est une image, hein, c'est une image, Mhm. c'est un film, mais tu as une table, tu as des démocrates et des républicains qui dînent ensemble. Et les républicains, ils disent aux démocrates, mais franchement, vous êtes très gentils avec les Noirs. Franchement, on ne comprend pas. Vous les êtes vraiment très gentils avec eux et tout. Et les démocrates, ils disent, non, vous avez rien compris. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les meilleurs. Et quand on prend les meilleurs, on les sépare de leur base. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'évolution parce qu'on a déjà pris les meilleurs. Et Exactement. donc, en gros, c'est ça qui est très intéressant. Et ça, il faut vraiment aujourd'hui qu'on arrive à faire la différence entre la propagande, ou disons les petites histoires qu'on nous raconte, et la vérité historique. Et C'est ça ça. demande un travail personnel. Exactement. Et je suis content qu'on ait cet échange. Je ne vous invite pas à m'écouter, je vous invite à réfléchir. Complètement. Il y a une grosse nuance. Il y a une grosse nuance. Ouais. Mais, Donc, et c'est ouais, voilà. super. Non, c'est super ce que cette image que tu nous as amenée parce qu'elle elle fait écho du coup derrière à cette réunion avec tout le conglomérat afro-américain qu'a eu Trump, où effectivement, qu'est-ce qu'on entend dans les remerciements? Ok, ouais, il y a un mec qui dit au moment ouais, on arrête maintenant les démocrates qui nous racontent des salades depuis des années. Trump, il est dans le concret, il est dans le truc. Ok, moi, je peux faire des choses pour vous, je vais faire ça pour vous, mais est-ce que vous êtes prêts à me suivre? Tu vois, c'est ça le message en fait apparemment qui est sorti de cette réunion-là. Et c'est pas l'information qu'on a à la base. Tu vois, Mais bien sûr. c'est pas comment s'appelle l'image qu'on a parce que Trump on le connaît. Trump on le connaît depuis des décennies et des décennies. Je veux dire, c'est un mec qui a été en vérité qui n'est pas réellement le self-made man qui veut penser puisque son père était déjà un gros entrepreneur sur New York et il a hérité, on va dire, du capital qui avait été créé par son père. D'ailleurs, son père qui est quand même assez proche de la mouvance d'extrême droite, enfin qui est décédé depuis, mais voilà, c'est un mec qui a fait beaucoup de faillites. Donc, mais en même temps, j'ai envie de te dire, Michael Jordan a eu beaucoup d'échecs. Donc, c'est ça aussi. Et c'est un mec voilà, qui a su à chaque fois rebondir, etc. Donc, on n'est pas là pour sortir un blanc-seing à Trump. On est là pour expliquer qu'effectivement, ce mec-là, il a l'esprit d'entreprise, d'un entrepreneur. Donc, quand il dirige un pays, et c'est ce qu'il est en train de faire, il dirige une entreprise. Et donc, quand il dit aux gars, OK, vous voulez faire du business, on va faire du business. Par contre, il va falloir me suivre. C'est ça le truc. Bien Si j'ai bien sûr. résumé. Ouais. Non, mais c'est génial. Mais moi, en fait, tu sais je ne fais pas exprès d'être à contre-courant. Mhm. Et le problème que j'ai eu, je vais te dire, enfin, problème ou pas problème, hein, j'ai arrêté de regarder la télé depuis 2003. OK. Et donc, quand je me rends compte, hein, je réfléchis différemment des gens. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'information, elle est transformée, en fait. Donc, toi, tu arrives et on te donne une information, tu n'as pas le temps, tu l'avales.
Et donc, moi, j'ai toujours réfléchi et j'ai toujours fonctionné en réfléchissant, c'est-à-dire qu'en actionnant une partie logique dans mon esprit. Je vois une information, je vois l'information contraire, j'analyse et j'en déduis ma vérité. Donc, en ce qui concerne Donald Trump, ce que tu as dit aussi est très intéressant. Donc, il y a deux choses. C'est vrai qu'il a un esprit d'entrepreneur. C'est un entrepreneur qui est connu aux États-Unis, mais c'est une vraie star. Hein. C'est Bernard Tapie x 10, hein, si on veut vraiment remettre dans son contexte. Mais ce qui est très intéressant, c'est contrairement à Bernard Tapie, au début, lui, jamais de politique. Alors là, il évitait, on le poussait un peu, il évitait toujours la politique et il a toujours donné de l'argent aux deux côtés. C'est un businessman, c'est ce qu'il fait. Ça s'appelle couvrir ses risques. Quel que soit le gagnant, je lui donne un peu d'argent, il va m'aider. C'est ça. Et la vraie question qu'on doit se poser, c'est pourquoi a-t-il décidé d'y aller? Enfin, quand il pense, c'est ça. Il a plus à perdre qu'autre chose. En ce qui concerne l'historique, hein, sur l'histoire de son père, sur la notion de self-made man, c'est vrai que c'est des notions c'est vrai qu'il y a toute une self-made man, c'est vrai qu'on a, ça fait beau, c'est la belle histoire. Bon, je suis un entrepreneur et c'est ce qu'on appelle le storytelling. Ouais. C'est-à-dire que je peux vous dire que tous les entrepreneurs, que la plupart de ton audience vénèrent, c'est pas que ce sont des escrocs, mais c'est des histoires préfabriquées. Carrément. Donc, qu'on aille comment il s'appelle, du dirigeant d'Apple, comment il s'appelle déjà, Jobs, qu'on aille de Bill Gates à Jobs, tout ça, ce sont des histoires préfabriquées, la même chose pour Alibaba, etc. Mais ça ne fait rien. En ce qui concerne Donald Trump, ce qui est intéressant et ce que je dis aux gens, avant de le traiter parce que certains le traitent de stupide, hein, avant de le traiter de stupide, et justement, ils le traitent de stupide et souvent ils te disent, oui, il a hérité de son père. Je dis, mais si moi je te donne cet argent, est-ce que tu seras capable de faire x100? Et là, je peux vous dire que la plupart, test direct. Et est-ce que tu seras capable de tout perdre et tout regagner? Et donc, à un moment, il faut quand même reconnaître objectivement une certaine capacité à. Donc, c'est lié à la détermination, hein, parce que c'est quelqu'un de combatif, hein, c'est pas un petit. Et donc, on peut lui dire ce qu'on voudra. Il y a quelque chose dans sa personnalité qui le rend aussi unique. Même sa volonté de se présenter, mais il faut voir la course qu'il a menée. C'est-à-dire que tous les républicains étaient contre lui. C'est ça, c'est vrai, c'est une vraie. Bon, tous les démocrates, c'est normal, et tous les médias. Donc, il y a une intelligence, il y a une autre forme d'intelligence qui l'a mené jusqu'à la Maison-Blanche. Et moi, je trouve ça remarquable. Moi, tu sais, j'essaye d'étudier les parcours des individus, etc. Et à un moment, il faut rendre à César ce qui est à César. Être capable de reconnaître une forme d'excellence ou une forme de détermination. Je dirais la même chose sur Sarkozy. Sarkozy, faut se rappeler qu'à 17 ans, il a envoyé une lettre au responsable de la communication de Mitterrand pour lui dire qu'il voulait être président et qu'il avait besoin de son aide. Et je ne sais pas si vous imaginez la mentalité. C'est clair. C'est-à-dire que le mec, c'est pas des petits, hein, ils sont vraiment déterminés. C'est clair. Donc voilà, je tenais juste à mettre quelques réajustements. Il y a une chose qui a été. Déjà, effectivement, tu as précisé le fait que le mec, on se demande pourquoi il y a été. Tu es milliardaire, tu fais ta live, tu fais tes business aux quatre coins du monde. Pourquoi tu y vas? Ou peut-être pourquoi on t'a poussé à y aller. Et là, peut-être qu'on va revenir un peu plus tard sur le mouvement là, Canon, là, c'est encore autre chose. Mais faut se dire qu'aujourd'hui, tu vois, quand tu schématises l'électorat de Trump, tu vois, si tu suis les médias et les démocrates, on va dire, ouais, c'est les mecs du fin fond du Wisconsin, c'est les mecs du Texas, c'est tous ces gens-là. Alors que, pas du tout. Pas du tout. Il y a peut-être une base, mais pour être élu président, même si bon, il y a toujours des problématiques avec les grands électeurs au niveau des élections américaines, mais pour rassembler, tu dois toujours rassembler au-delà de ceux qui te suivent à la base, en fait. Sinon, tu peux pas. Sinon, tu n'y arrives pas. Comment tu pourrais définir la photographie de l'électorat Trump et qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Alors, en fait, et c'est là où c'est très intéressant, parce que c'est assez flou, parce que les démocrates, en fait, s'enferment dans une fausse vérité. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ne veulent pas croire que les Américains sont assez intelligents pour voir leur jeu. C'est-à-dire que pour eux, c'est-à-dire que quand on voit que les médias continuent à prendre des petites parties de phrases pour résumer un speech de Donald Trump en pensant que
les Américains sont encore dans l'aveuglement. C'est la même chose un peu qui se passe en France, hein. C'est-à-dire qu'en France, je pense que les politiques pensent que les Français sont bêtes. C'est une évidence. En fait, c'est une évidence. C'est-à-dire que pour eux, tout se joue au niveau médiatique. C'est-à-dire qu'il suffit d'apparaître dans des grandes couvertures, même les slogans. Quand vous regardez la campagne d'Emmanuel Macron, les gens ont dit que c'était un fin tacticien au niveau marketing, qu'il avait une équipe de com de tueurs. Écoute, j'essaye d'être objectif. J'ai écrit des articles dessus. C'est des branquignoles. C'est-à-dire que Macron, je peux écrire un livre de toutes les bêtises qu'il a dit pendant sa campagne. Non, et Macron, à un moment, il lit un discours et devant les médias, il s'arrête. Il dit, je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire, moi, j'ai rien compris. Ok, c'était pas Sibeth Ndiaye qui avait écrit le discours. Je sais pas. Mais il regarde à gauche, donc on ne voit pas hors de son crâne, il dit, mais c'est qui a écrit ça? Et genre, c'est qui a écrit ça? Parce que là, et donc, mais ça, c'est de la folie. Ouais, Et en management, tu fais jamais ça. Jamais tu fais ça en management. C'est un très mauvais management. Complètement. Mais bon, tout ça, c'est des parenthèses. Mais donc, pour revenir aux Américains, il faut bien se rendre compte d'une chose. Les démocrates sont toujours dans l'aveuglement. Et ce qui s'est passé, c'est que même les médias qui, à la base, ne voulaient pas de Trump, certains ont été obligés de reconnaître que, mais le mec, il a fait un mandat de tueur. Il a délivré ce qu'il avait promis au niveau économique. Et donc, certains médias sont devenus pro-Trump, même si, à la base, ils étaient pro-républicains, mais n'étaient pas pro-Trump. Ils sont devenus pro-Trump et on voit la différence de langage. C'est-à-dire que les démocrates vont toujours associer Trump au racisme, ils vont l'associer au sexisme et ils vont l'associer aussi à la bêtise. Et puis là, ils essayent un peu de remettre en cause son leadership vis-à-vis du coronavirus. Et ils essayent aussi de le remettre en cause en mélangeant le racisme et la gestion du corona avec ces mouvements qu'on voit dans des villes démocrates. Mais c'est tellement gros, en fait, c'est tellement gros à un moment. Mais les Américains, donc la typologie des voteurs américains, vous inquiétez pas. Il y a des gens très intelligents, bien sûr. Il y a une base un peu, j'allais dire, simpliste, qui veut revenir un peu conservateur, qui veut revenir à des valeurs simples. Vous voyez le discours de Trump, Make America Great Again, ça veut tout dire et rien dire. Et ce qu'il faut savoir en politique ou en communication au niveau politique, ben, c'est qu'à un moment, tu es obligé d'abaisser ton langage pour être beaucoup plus percutant. Et être audible pour le plus grand nombre. Ouais. Bien sûr. Et je vais vous dire, il y a des gens très intelligents, des gens très haut placés, mais qui sont 100% pour Trump. 100%. Mais ça, on ne veut pas le voir. On ne veut pas montrer cet électorat. C'est comme… Oui, vas-y. Non, je te suis. Je vais te reprendre. Je fais juste une parenthèse par rapport à ce que tu disais, par rapport au travail qu'il a fait depuis qu'il est là. Effectivement, en fait, je pense que tout est aveuglé. Et je te dis honnêtement, je ne suis pas un pro-Trump, mais j'essaie d'être objectif, tu vois. C'est vraiment bien sûr. avoir l'intelligence d'être objectif. Voilà. C'est que aujourd'hui, tout est aveuglé par rapport au virus, au coronavirus. Parce qu'effectivement, du coup, tu as une crise économique qui succède à la crise sanitaire, etc. Déjà, première chose, personne n'était prêt. Personne. C'est-à-dire que ça aurait été Trump, ou Obama, n'importe quel président, c'était la même chose. Et on parle des États-Unis, mais c'est pire. Parce que si tu veux, les gens, quand ils annoncent les chiffres des États-Unis, ils oublient une chose par rapport au virus. Ils oublient que les États-Unis, c'est un pays-continent. 50 États, 365 millions d'habitants. Si tu ramènes ça en proportion au nombre de morts qu'il y a en Europe, ça s'envole en Europe, tu vois. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut revenir un petit peu, rétropédaler un peu avant le virus. Qu'est-ce que les gens disaient? On peut penser ce qu'on veut de Trump, il a atteint ses objectifs économiques. On peut penser… Et tu vois, j'ai la chance d'avoir des amis, je pense toi aussi, qui vivent aux États-Unis. J'ai une amie qui est une ancienne flic de la police de Los Angeles, tu vois, donc, et qui fait… Elle est d'origine française, mais elle est typée latina quand tu la vois, tu vois. Et je lui demandais, je lui dis, mais je me souviens, on a eu 2 discussions là-dessus. Une première discussion après l'élection. Je lui dis, mais pourquoi vous avez… Je te jure, je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, écoute, il est élu. Maintenant, voilà, on verra bien. Et quand on en a reparlé avant tout ce qui s'est passé avec le virus, tout ça, elle m'a dit, écoute, nous, pour l'instant, il fait le taf. Il fait le job.
Il fait le job. Elle habite en Californie. Tu es, à la frontière, en fait, de Baja California, qui est la frontière mexicaine. Effectivement, il a été assez radical, mais c'est vrai que là, il faut voir ce qui se passe. La situation au Mexique et la situation à la frontière est très compliquée. Elle est très, très, très compliquée. C'est vrai que moi, ce qu'on nous montre, c'est les enfants dans les cages et tout ça, mais il faut aussi se dire que de l'autre côté de la frontière, c'est tendu hein, entre les cartels de drogue, des machins, c'est vraiment très, très tendu. Pour y avoir été, et je t'assure qu'ils sont très tendus, les Américains, quand tu es là-bas. Moi, je me souviens quand j'étais au Mexique, pour aller au Mexique, il n'y a pas de problème. Pour revenir, par contre, ils te fouillent la voiture, ils te pèsent la voiture pour voir si tu n'as pas mis de la drogue dans les pneus, des choses comme ça. Donc, effectivement, à un moment, je pense qu'il y a une volonté politique de mettre un stop ou en tout cas de mettre une vraie barrière avec ce qui se passe en Amérique latine et en Amérique du Sud, ce qui est très compliqué parce que derrière, tu as tous les gangs en relais à Los Angeles et ailleurs. Donc, c'est vrai que elle, vu de son postulat à elle, il fait le job et il donne les moyens aux forces de l'ordre de faire leur travail. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut le critiquer pour ça? Il l'a annoncé, en fait. Le mec, il n'a pas avancé masqué. Il a dit, je vais recadrer les choses. Mais tu vois, moi, je suis très pragmatique. Hein. Je suis même un peu, peut-être un peu autiste sur les bords, mais je suis très pragmatique. C'est-à-dire que, ok, je vous ai souvent parlé de promesses électorales. C'est ça. Le mec, il a délivré. Et c'est très rare, les politiciens qui délivrent, c'est très rare. Il a délivré un taux de chômage, un taux de chômage en baisse, une économie qui se redresse. Même là, après Covid, ben, ça se redresse aussi. Non, non il a fait le taf. Il faut redonner à César ce qui est à César. Et je vais vous dire, sans Covid, son élection, c'est même pas une discussion. C'est même pas non, mais sa réélection ne devait même pas être une discussion. Et là maintenant, vu l'adversaire, encore plus. C'est-à-dire que l'adversaire, il se tire une balle dans le pied lui-même. C'est-à-dire que la meilleure façon pour son adversaire de faire campagne, c'est de ne pas parler, de disparaître. C'est-à-dire que à un moment, il faut regarder les choses en face. Et on a beau dire, parce que ce que j'aime bien chez M. Trump, c'est que aussi, il essaye de voir chaque coup, c'est-à-dire qu'il essaye de voir tout ce qu'il peut faire. Donc, il avait anticipé potentiellement Michelle Obama qui remplace Biden. Ouais. Il avait anticipé, là, il anticipe un mouvement avec le vote par email, c'est-à-dire le vote par lettre, par courrier. Donc, il anticipe, il dit, mais ça, ils veulent tricher. Et donc là, il prévient. Ils disent, mais concrètement, ils ne peuvent pas gagner, en fait. Donc, il n'y a que la tricherie qui pourrait les faire gagner. Donc, il prévient. Et c'est marrant de voir comment les démocrates contre-attaquent. C'est vrai qu'ils n'ont pas d'argument. Et en fait, ils sont dans une posture anti-Trump sans avoir de projet. C'est ça le truc. C'est ça le gros problème. Et bon, c'est le problème de la politique de manière générale. Mais de voir qu'effectivement, qu'est-ce que vous proposez de l'autre côté, en fait? Parce ils n'ont rien à proposer. Bon, et je vais te dire, ce manque de fond, c'est une problématique globale en fait. Les politiciens, la plupart du temps pendant la campagne, font appel à des think tanks. Donc en France, on essaie d'être un peu carré, donc on fait appel à des think tanks qui vont délivrer un projet clairement. Donc là, tu lui dis tes orientations, mais dans le fond, il l'utilise comme un argument de vente. C'est une plaquette de vente ce projet. Ouais. J'espère que les Français, tout comme les Américains, sont capables de voir ailleurs, au-delà de tout ça. Il faut vraiment s'intéresser à la personnalité des gens. Et si vous regardez l'histoire de Donald Trump, vous allez être très surpris. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de très éveillé. On le présente comme stupide. Hein. Vous voyez comment outre-Atlantique, c'est-à-dire quand l'information nous vient, on nous montre ses Twitter, on nous montre ses petites phrases, mais jamais ses grands discours, jamais. Jamais on va te monter un grand discours. Et tu as mentionné le parallèle aussi tu as mentionné le nom de Raoul aussi. Ouais. Un article qui mettait en parallèle Trump, Raoul et moi. J'ai fait un article parce que il faut bien voir qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant au niveau de ces personnages. Il y a une bataille médiatique contre eux et ce sont des gens qui n'ont pas le temps d'arrondir les angles. Ouais. Trump, il n'a pas le temps d'arrondir les angles.
quand Hillary Clinton l'a attaqué sur son côté sexiste, et qu'il y avait je ne sais pas si tu te souviens de l'audio, il y avait un audio, mais il a été très fort. Il a dit Au quoi? lieu, il a dit qu'il allait faire une conférence de presse. Tout le monde pensait qu'il allait s'excuser, normal. Il fait une conférence de presse. Il a ramené 6 personnes qui ont accusé Bill Clinton de viol. Ah Et ouais, à cela, et ils n'étaient pas au courant. La presse n'était pas au courant. Il amène. Et au lieu de s'excuser, il dit, écoutez, bon, on a beau dire que je suis sexiste, etc. Ce sont des mots. Je tenais juste à vous présenter 6 personnes qui ont eu affaire à M. Bill Clinton. Et je vais les laisser se présenter. Mais non, mais ça, c'est des trucs qu'on c'est dur. voit dans les quartiers. C'est-à-dire, quand on se vanne dans les dur. quartiers, à un moment, ça C'est monte. dur. C'est la surenchère. C'est la surenchère. C'est clair, c'est clair. Personne ne Non, s'arrête. c'est dur. Non. Et donc, C'est dur, c'est dur. donc, il faut bien voir qu'il y a un côté, derrière cet homme, il y a un côté aussi intègre, il y a une volonté d'être direct, d'être franc. Il faut se rappeler que c'est, durant les 50 dernières années, je pense que c'est le premier président, durant les 50 dernières années, qui a parlé de deep state. C'est le premier. Et je pense que la dernière fois, c'était peut-être Kennedy. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est marrant que tu parles de ça parce qu'effectivement, c'est clairement la direction que explique en fait le mouvement QAnon. Alors, j'y connais pas grand-chose. Je sais pas si tu as suivi un petit peu ce qui se dit par rapport à tout ça. Moi, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de commenter une vidéo parce qu'il y a une vidéo une fois, un mec qui expliquait justement par rapport à tout ce mouvement-là. Mais le problème, c'est qu'il disait beaucoup de contre-vérités. Donc, ça m'a énervé. Et à Ouais. partir de là, ça m'a bloqué. J'ai dit, écoute, et quand j'ai regardé effectivement la photographie qu'en font les médias, en gros, c'est un mouvement d'extrême droite, donc qui est lobbying, qui fait du lobbying pour Trump, en fait. Grosso modo, moi, quand tu regardes, vu ça d'extérieur, c'est ça. Maintenant, est-ce que tu peux, voilà, qu'est-ce que toi, quel est ton regard au niveau de ce mouvement-là? Alors, en fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En fait, en gros, il y a justement, il y a une plateforme d'expression donc, où, en fait, beaucoup de gens arrivaient sur cette plateforme pour s'exprimer sans être traqués, etc. Et donc, tu avais le droit de t'exprimer sur tout. Et c'est surtout cette plateforme, elle a été utilisée par des réseaux anti-trafic humain. Donc, derrière le trafic humain, il y a aussi la notion de pédophilie, etc. Et en fait, il y a eu, tu sais, il y a des fois, il y a des sujets, c'est dur d'en parler parce que ça va tellement briser la réalité dans laquelle on est. Hein, c'est-à-dire que si on va vraiment dans le sujet, ça va vraiment briser certaines réalités, mais il faut dire ce qu'il en est. C'était une plateforme d'expression. Donc, bien sûr, il y avait aussi des racistes qui s'exprimaient, mais c'était le moyen de communiquer pour des groupes qui voulaient communiquer de manière clandestine. Et c'était beaucoup utilisé par des anti-trafic humain. Okay. Donc, ce réseau a été décrédibilisé du fait qu'il y a eu 2 attaques racistes associées à des gens qui avaient communiqué sur cette plateforme. Okay. Mais on a fermé cette plateforme, mais à la base, cette plateforme, elle est plus active sur le côté trafic humain. Alors, trafic humain, on va se dire, mais bon, trafic humain, on en parle beaucoup avec Trump, hein, j'espère que les gens ont quand même suivi. Trump a beaucoup avancé sur ce type de sujet que les démocrates ne veulent pas regarder. Hein. Et c'est un sujet qui touche aussi beaucoup la France. Hein. Donc, juste pour vous rappeler hein, les affaires en cours, on a l'affaire Epstein. Ouais, Epstein. Bon, peu importe. Hein, bon, enfin, non, sorry. Epstein. Ensuite, on a ce qu'on appelle le Pizzagate. Je ne sais pas si les gens ont entendu, mais parler du Pizzagate, c'est lié aux affaires des emails d'Hillary Clinton. Alors, les emails d'Hillary Clinton pendant la campagne, on en a parlé. Même Trump en a parlé. Et il a sorti la fameuse phrase « You should be in jail ». Oh, c'est dur. Ouais, je me souviens de cette phrase avec elle. Donc, elle est associée aux emails d'Hillary Clinton qu'on a retrouvés chez son assistant. Et on a aussi retrouvé en fait des codes. Donc, on a retrouvé des images pédopornographiques, mais on a retrouvé aussi des codes. C'est-à-dire qu'il y a des réseaux pédophiles qui avaient des codes sur Twitter, des hashtags, qui leur permettaient de se retrouver
donc de retrouver des images. Ça leur permettait de passer des liens. Je sais que c'est des choses, on ne veut pas y croire en fait, mais c'est des choses qui se passent. Pizzagate, c'est ça. Vous allez taper Pizzagate et on n'en parle pas en France. Hein. On n'en parle pas en France. Pizzagate. Et donc, c'est lié à Hillary Clinton. Donc maintenant, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu cette affaire, je ne sais pas si tu as entendu parler, ça s'appelle le Welfare. Non, Welfare, en fait, c'est un site où… Tu as entendu parler? non, non, du tout, du tout. Du tout, Ouais, du tout. donc c'est un site où tu pouvais acheter des meubles bon, un peu à la type Ikea. Tu peux Mhm. acheter des chaises, des meubles. Et en gros, on a démantelé ce réseau. Et en gros, qu'est-ce qui se passait? Quand tu avais un enfant qui disparaissait, par exemple, disons, Amélie a disparu à New York. Ok. 2 semaines plus tard, tu avais sur ce site, on te vendait une chaise. Donc, tu as la photo de la chaise, une chaise qui vaut $300 maximum. On te la vendait 25 000 dollars et on disait chaise, Amélie, pratiquement neuve. Et donc, en fait, ils avaient leur code et on a démantelé un gros réseau justement de trafic, et ça c'est du trafic humain en fait, qui se déroulait à travers ce site. Beaucoup de choses sont en train de se passer. On n'en parle pas beaucoup. Pourtant, Trump a fait beaucoup de bills associés au human trafficking. Et il travaille beaucoup dans ça. Et il arrive justement à ressouder une partie de l'Amérique. Et là, on arrive sur la partie un peu… ça dépasse la politique. C'est-à-dire que on l'avait invité justement à… Comment ça s'appelle? À Davos. Mhm. Au Et forum. il était sorti de Davos et il avait dit euh, c'est la fin des globalistes. Genre, en gros, il avait dit qu'en gros, voilà, ils ont déjà prévu, ils ont déjà un plan pour nous tous, mais il est temps de se réveiller. Et maintenant, c'est l'ère des patriotes. Donc ça, c'était pour dire que je suis pas d'accord avec vous. Si on doit se faire la guerre, on va se faire la guerre. Et juste pour te rappeler aussi, pendant qu'il a son investiture, il avait aussi déclaré il était pas sûr de finir sa. Donc en gros, il avait dit, il a fait sous-entendu, they are going to kill me. Bon, tout ça, je sais que ça peut paraître un peu, mais c'est des choses que vous pouvez retrouver sur le net. Hein. Moi, Non, non, il y a j'essaye pas de pas souci. de, c'est des Non, choses, je non, vous invite à rechercher. Hein. Ça paraît un peu fou, mais c'est des choses que vous pouvez rechercher. ce qui est intéressant justement dans le, et c'est pour ça que je souhaitais aussi t'inviter parce que je savais que tu allais avoir un discours construit et structuré pour expliquer les choses et pas juste balancer les choses comme ça. C'est ça qui est important. Et la problématique qu'on va avoir surtout souvent sur Internet, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre plein d'informations à gauche, à droite, ils vont en faire une tambouille, ils vont te dire c'est ça la vérité. Non, c'est important de l'expliquer. Tu vois, tu as très bien expliqué l'histoire d'Amélie, là, justement. Tu as bien structuré ton message. Et c'est ça que j'avais besoin parce que, si tu veux, je pense que tu es dans un cheminement d'éveilleur de conscience. C'est aussi le cheminement que j'ai fait depuis un petit moment à travers les émissions que je faisais avant et que je continue à faire à travers ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est important de toujours de se dire, OK, j'ai une information, il y a une contre-information, je dois me faire mon opinion à travers une expérience validée, que je vais valider moi à travers mon ressenti. Est-ce que ça va résonner? Est-ce que ça va être crédible? Est-ce que ça va être concret à travers ma perception? Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que je suis super content de l'explication que tu viens de donner. Donc, en fait, si je résume, QAnon, donc c'était un réseau derrière à la base. Et en fait, aujourd'hui, dans tout ce réseau-là, dans toute cette mythologie-là qu'on nous explique par rapport à QAnon, donc il y a vraiment ce principe-là de lutte de Trump contre les réseaux de trafic humain, donc pédophilie. Et effectivement, là-dedans, vient de se glisser effectivement donc tout ce qui est donc lié à Hillary Clinton. Il parle aussi de l'Obama Gate. Est-ce que tu as un relais par rapport à ça? Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Non, mais l'Obama Gate, c'est très intéressant parce que vous voyez qu'en France, on n'en parle pas. Même le terme Obama Gate, dans les médias, je l'ai vu une seule fois dans les médias, c'était peut-être Les Incorruptibles ou un truc comme ça. Il y a un seul animateur qui a essayé d'en parler, mais c'est tout. Pourquoi on n'en parle pas? Parce que dans le narratif, on a l'impression qu'Obama, ben, c'était super. Donc, c'est bon. Moi, j'aime bien le côté représentatif. Donc, ce que représente l'élection d'Obama, donc dans l'imaginaire, j'aime bien.
Mais est-ce que effectivement les 8 ans d'Obama ont été un succès, que ce soit économique ou même est-ce que ça a été une évolution pour la population noire américaine? J'en suis pas sûr et j'essaye de mesurer mes propos, sachant que les Afro-Américains vous diront il a fait beaucoup plus pour la communauté gay que pour la communauté afro-américaine. Ouais, c'est vrai, c'est le retour qu'on a. Et il y a un problème derrière ça, il y a ce côté, vous savez, c'est assez contradictoire, mais ce côté, je veux être plus blanc que blanc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, C'est-à-dire que je ne veux pas aider la communauté afro-américaine, sinon on va dire que je suis biaisé. oui. Et si toi, tu ne l'aides pas, ben, Qui va l'aider? le président d'après, ben, il se dit, mais lui, il ne vous a pas aidé, pourquoi moi je vais vous aider? Donc, c'est ça. Et ce qui est intéressant, il y a une bill sur le refinancement des écoles black qui n'a pas été signée par Obama. Obama a refusé de la signer. Et Trump l'a signée, en fait. Alors, les gens vont dire, ah oui, mais c'est de la politique. Oui, c'est de la politique. Mais il n'était pas obligé, en fait. Et c'est ça qu'il faut se rappeler. Et je fais le parallèle en France aussi parce que souvent, c'est facile de dire, oui, ils sont fous les Américains. En France, je vous rappelle, Sarkozy, quand il a gagné, il a tendu la main à la gauche. C'est le premier Il a fait président, des d'ailleurs. choses, C'est le premier président qui a tendu la main, qui a ouvert le gouvernement oui, multiparti, en fait. ouais, multiparti et aussi multicolore. Mhm. C'est Et vrai. donc, il faut se rappeler, ce multicolore, cette diversité finalement, c'est une diversité que nous avait promis la gauche. C'est vrai. Mais Hollande, quand il est arrivé, rien du tout. Donc, il faut justement arriver à avoir des critères objectifs, sortir des idéaux, sortir de l'imaginaire. Donc, ça, c'est du marketing qu'on nous a vendu et être vraiment factuel. Donc, Obamagate, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a enquêté en fait sur les associations entre Donald Trump et la Russie. On a remarqué que le numéro 3 de Donald Trump avait téléphoné à l'ambassadeur russe et il lui avait dit quelque chose comme ça, vous en faites pas, attendez un peu, attendez un peu, on va arriver au pouvoir. Okay. Et donc ils avaient fait une enquête et à partir de cette discussion, ils ont entamé une enquête, donc le FBI, la CIA aussi, et quand Trump a gagné, avant la victoire de Trump, le chef de la CIA et le chef du FBI, ils lui ont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec cette enquête? Et Obama a dit, il ne faut pas leur en parler. On attend, on y va, il ne faut pas lui en parler. Et cette enquête, elle était à charge contre le numéro 3 de Donald Trump. Quand il arrive au pouvoir, donc on ne lui fait pas part de cette enquête qui est en cours sur un membre de son gouvernement. Et ça, c'est très grave, c'est du jamais vu en fait. Tu t'imagines, c'est du jamais vu en fait. C'est du jamais vu en fait. Et c'est très très grave en fait. Et là, ça peut être haute trahison. C'est vraiment très grave. On ne s'en rend même pas compte. C'est très très grave. Il y a déjà eu un des responsables, je crois bien que c'est du FBI ou de la CIA, qui a affirmé être coupable. Donc, qui est déjà en train de plaider coupable. Donc, ça veut dire qu'il est en train d'arranger un deal. Et donc, quand ils arrangent des deals, ça peut aller très, très loin, en fait. Voilà, c'est ça qu'on appelle le Obamagate. Et donc, Hillary Clinton était au courant, Obama était au courant, c'est-à-dire, il y avait qui? Et donc, ils ont voulu faire un impeachment et ils se sont rendus compte que non, il n'y avait rien, en fait, derrière. Et il y avait justement même un avocat associé au FBI qui avait menti pour grossir l'affaire. Et c'est lui, justement, qui justement est en train de plaider coupable, est en train de négocier un plea deal. Mais c'est des choses. La question que vous devez vous poser, là on en a mentionné 3 ou 4 affaires, c'est la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi on n'en parle pas en France? Ça, c'est une vraie question. C'est vrai. Pourquoi on n'en Clairement. parle pas en France? Clairement. C'est vrai que c'est assez impressionnant ce silence médiatique, mais qu'on va retrouver dans beaucoup d'histoires. Justement, tout à l'heure, tu as dit un truc qui a été assez intéressant. On n'a pas relevé, on est passé, je vais y revenir, c'est par rapport à ce qui se passe dans les villes démocrates.
Ok, tout part de l'histoire effectivement de George Floyd, mais bon, je pense que c'était sous-jacent depuis un petit moment. Alors, tout à l'heure, on a parlé initialement donc, du mouvement Black Lives Matter, mais qui fait résonance à l'origine, je dis bien, à la situation, on va dire, des Noirs américains face à la police aux États-Unis. Et effectivement, il s'est passé pas mal de choses dans des grandes villes US. Alors, est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est pas un hasard que ça soit dans des villes démocrates la plupart du temps? Je n'en sais rien. Maintenant, je voulais juste préciser des choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties, qui sont des contre-vérités. Et c'est là-dessus, moi, que je me suis mis en opposition avec des personnes qui défendaient, on va dire, justement, donc, toute cette mouvance QAnon derrière. Quand ils annoncent, par exemple, certains ont annoncé les chiffres de nombre de morts tués par la police, blancs et noirs. Tu vois, il faut amener une précision parce que tu vois, les gens disaient oui, il y a plus de 460 blancs qui sont tués par la police, il y a que 225 qui sont tués par noirs, tu vois. Je dis oui, d'accord, mais il faut ramener aux proportions. Il y a 75% de la population qui est blanche, il y a, tu vois, 15-16% de la population qui est noire. Donc en proportion, les noirs sont plus tués que les blancs. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ils ont parlé on a parlé de l'affaire George Floyd avec toute cette mouvance qui t'explique que ouais, en fait, le mec c'était un acteur. Je dis, bon, je sais pas si tu étais un acteur, tu acceptes un rôle où tu te fais tuer, tu te fais trucider devant la terre entière pendant 8 minutes. Ça, c'est autre chose. Et en fait, certains expliquaient que ouais, que c'était donc dans une ville démocrate. Donc forcément, le mec, c'était un complot démocrate pour contre Trump. Ok. Sauf que moi, ce que j'ai expliqué, c'est que l'officier de police, il était là depuis 20 ans, 18 ou 20 ans, que en plus les shérifs et en général les chefs de la police sont élus et ne sont pas nommés par le maire. Donc, quel que soit le maire, que ce soit démocrate, républicain, ça arrive, mais je veux dire, ça n'a pas forcément de connexion avec une volonté politique, en fait. Et il y a un dernier point, et après je te laisserai justement développer à ce niveau-là, c'est que les meurtres qui sont perpétrés, qui sont oui, c'est des meurtres, c'est même pas des bavures, c'est des meurtres qui sont perpétrés, sont le fruit d'une histoire profonde aussi américaine, tu vois, une histoire par rapport aux Noirs américains. Et là, je vais revenir sur une question que j'avais posée à mon amie qui était, elle, une ancienne de la police de Los Angeles. Je lui ai demandé une chose, je lui ai dit, quels sont vos critères, comment vous identifiez un danger, et notamment chez les Noirs américains? C'est la question que je lui ai posée clairement. Je te dis, on était chez elle, et elle m'a dit, écoute, pour nous, comment ça se passe? Quand tu es. Bon, c'est vrai que les Latinos et les Afro-Américains sont plus ciblés. Elle me l'a dit clairement. Quand tu es un Afro-Américain, que tu t'habilles comme un. On l'a dit en anglais, donc ça fait. Je l'ai résumé. Elle me dit si tu t'habilles comme un gangster, si tu marches comme un gangster, si tu as des tatouages et que tu parles comme un gangster, tu es un gangster. Même si tu n'en es pas un. C'est-à-dire que Michael Brown, le jeune black, 18 ans, 1m90, habillé style hip-hop, pour eux, ils l'identifient comme un gangster, comme un danger potentiel. Donc, à partir de là, c'est tolérance zéro. Et donc, c'est ça qui amène aussi tous ces meurtres, en fait, tu vois. Mais voilà, c'est juste, je voulais recadrer le contexte. Et maintenant, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, ce que tu peux me dire, pour toi, quelle est la résonance avec ce qui se passe dans les villes spécifiquement démocrates? Et je pense que là, on est hors du cadre des homicides, c'est peut-être autre chose. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, non, bon, tu sais, bon, pour moi, c'est le fait que ce type de blocus, hein, parce qu'à un moment, c'était vraiment des blocus, hein, c'était des camps, donc il y avait des quartiers qui étaient complètement bloqués. Donc ça, il y a une volonté politique de laisser aller. Ok. Bon, pour moi, c'est indéniable. C'est-à-dire que un maire qui décide qu'un quartier est occupé, le reste, et que en plus le maire vous dit qu'il est pour le définancement de la police. Donc en fait, le message est clair. En fait, il y a une volonté de créer une sorte de chaos. Et ce chaos, il n'est pas lié à la personne ou au politicien démocrate lui-même. C'est une volonté de ternir l'autorité pseudo-gouvernementale de Trump. Alors que Aucune on autorité sait très bien. fédérale. Oui. Oui, c'est des États fédéraux. Enfin, on sait très bien. Et Trump, il a su. Moi, ce que j'aime bien, c'est sa rhétorique. Hein. C'est vrai que c'est une rhétorique un peu de quartier. C'est-à-dire que il va. Et c'est ça que les journalistes n'aiment pas. C'est que avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il faisait lui-même les conférences de presse.
Et il avait vraiment, une sorte d'autorité. Il voulait malmener aussi les journalistes, leur montrer, qu'il n'a pas peur des questions, mais lui montrer que c'est lui qui a le pouvoir. Mhm. Et donc, en ce qui concerne ces blocus, au départ, il l'a joué gentil, c'est-à-dire que tous les États sont responsables, etc. Mais certains, dans de grosses villes, justement, ont laissé aller, se poursuivre. C'était plus des on n'est plus dans le cadre de manifestations, là. On est dans le cadre d'une revendication clairement politique et une revendication qui a été suivie par les démocrates. C'est-à-dire qu'on a vraiment parlé de définancer. Donc, définancer, c'est enlever les financements à la police. Et donc, Trump a répondu à un moment en disant, bon, on leur a proposé gentiment notre aide, ils l'ont refusé, mais maintenant, on va intervenir avec l'armée. Et là, ils ont tout de suite, là, tout s'est calmé. Là, tout s'est calmé. C'est-à-dire que là, tout s'est calmé. Donc, ce que je tiens juste à mettre en parallèle, c'est que il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire que même en France, les black box ont une certaine, pas légitimité, mais j'allais dire protection politique. Alors, je m'explique, je ne dis pas ça au hasard. Pendant les mouvements des Gilets jaunes, il y a même des policiers qui ont témoigné, ils n'avaient pas le droit d'intervenir. Pendant le mouvement des Gilets jaunes, il y a aussi des camions qui, la veille des manifestations, camions avec des pavés qui stationnaient sur les Champs-Élysées. Donc, en fait, il y a toute une logistique. Je vous invite vraiment à regarder. Il y a vraiment une volonté de manipuler et il y a vraiment une stratégie derrière tout ça. Okay. Moi, donc, je sais que ça fait un peu, mais c'est l'art de la guerre. Il ne faut pas vous leurrer. Je tenais justement, parce que je connais un peu ton côté fantastique, et je ne sais pas si tu as vu la House of Cards. Si, bien sûr, bien sûr. Si, je connais très bien cette série. Bon, moi, je n'ai pas beaucoup la télé, mais j'ai dû voir la première saison. Et je ne sais pas si tu te rappelles de cet épisode où il y avait des manifestations d'enseignants et le personnage principal a reçu une brique chez lui. On a tenté de l'agresser soi-disant chez lui. Je ne sais Ouais. pas, bon. Et à la fin, ils nous disent, mais en fait, c'est son assistant qui avait lancé la brique pour Ouais, arrêter. d'accord. Manipulation. Ouais. Ouais. Ok. D'accord. En gros, il faut vraiment qu'on soit capable aussi d'apprendre. Moi, c'est ça que je reproche souvent aux gens. Euh, Ils ont le droit d'essayer de nous manipuler, Bien mais on sûr. n'a pas le droit d'apprendre. On n'a pas le droit d'apprendre. Ça, on n'a pas le droit. Ça, on n'a vraiment pas le droit. Moi, ce que je fais bêtement, je regarde, par exemple, si je dois écouter un discours de Trump, je l'écoute du début à la fin. Complètement. Je ne vais pas regarder un résumé de BFM. Ouais, parce qu'ils vont Et vous sortir la pouvez, petite phrase. voilà. Et vous pouvez voir le même parallèle avec le professeur Raoul. Mhm. Vous pouvez voir exactement le même parallèle. Ils vont vous Clairement. prendre des petites phrases qui n'ont rien à voir avec L'ensemble du l'intégralité du discours. message ou Voilà. l'essence, même l'essence du message. D'accord, voilà. Donc oui, pour moi, il y a de la manipulation politique derrière ce blocage. Parce que c'est clair, il y a une volonté de laisser aller, quoi. Carrément. Écoute, c'est vrai que c'est assez particulier, donc c'est intéressant. Je suis assez content là de l'échange qu'on a et qu'on est en train qui arrive à sa fin, parce qu'on a abordé vraiment le prisme de ce qu'on peut percevoir de l'image de Trump à l'extérieur, mais il faut creuser un peu plus à l'intérieur et voir à qui on a affaire vraiment et quel est son projet pour lui, pour les Américains et peut-être pour le monde aussi. Donc, alors, je ne dis pas qu'à l'issue de cette vidéo, vous devez tous être pro-Trump ou contre Trump. Il s'agit juste d'avoir un avis objectif, de se dire, OK, ce mec-là, il y a ce qu'on nous dit, il y a ce qu'il est, qu'est-ce que j'en pense? Tu vois, c'est ça qui est important. Écoute, on arrive à la fin de cette vidéo. Je te remercie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton livre, justement, pour finir, de ton dernier bouquin? Donc, le livre, donc c'est Génie et folie, théorie de l'infini perceptible. C'est quelque chose qui devrait plaire à ton audience, ou dans le sens où je vais au fond des choses, c'est-à-dire que j'essaie de comprendre, même même pour moi, c'est une thérapie. J'essaie de comprendre comment on réfléchit et je vais dans la tête d'un chercheur
Mhm. Un chercheur qui peut paraître fou, mais en même temps génial, hein. Bon, ça, on connaît très bien cette problématique. Le fou, c'est quelqu'un qui n'est pas compris. C'est Mhm. un génie incompris quand on y pense. Bien sûr. Et l'idée, c'est de vous permettre de changer d'angle de vue, de perception. C'est pour ça qu'on appelle l'infini perceptible. Et de se dire que finalement, il y a peut-être des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne veut pas comprendre, parce que notre perception, aujourd'hui, elle est limitée. Limitée pourquoi? Parce que on passe notre temps derrière les réseaux sociaux, on passe notre temps devant la télé, et on n'a pas le temps de s'ouvrir à d'autres formes de perception. Et c'est ce que fait ce chercheur. Il essaye d'expliquer la théorie du tout. Et ce qui est intéressant, une image que j'aime bien dire, imaginez hein, votre énergie, l'énergie que vous avez, vous naissez, elle est contenue dans un verre. Dans un récipient, un contenu potentiellement limité. Maintenant, il vous reste peut-être très peu d'énergie. Okay? Qu'est-ce que vous allez faire de cette énergie? Est-ce que ce chercheur va essayer de trouver la vérité sur le tout, ou est-ce qu'il va se dire, j'ai déjà fait un grand pas vers le tout, vaut mieux que j'explique comment, vers quelle direction est la vérité, plutôt que d'essayer d'y aller. Et ça, c'est une question très importante, c'est-à-dire en gros, comment on doit avancer en masse, en fait. Est-ce qu'on doit, en tant qu'individu, essayer tout seul d'arriver à la vérité, ou se dire, ah, moi j'ai fait mon petit chemin, et la dernière énergie qui me reste, je vais vous indiquer ce que j'ai fait et où je pense que vous devriez aller. Et là, on avance tous ensemble. Et là, on arrive à l'éveil collectif. Donc, bon, je vous invite à regarder. N'hésitez pas, c'est sur mon site web, christiankemschwank.fr. N'hésitez pas. Ok, je te remercie pour cette présentation qui met l'eau à la bouche. On a passé un petit moment ensemble, on a bien navigué à travers l'univers de Trump. Je te remercie, je te souhaite une bonne continuation déjà pour toi, pour tous tes Merci. projets. Et j'espère que on aura l'occasion de se revoir rapidement. Et Pas de problème. merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bye.